j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait d'être à contre-courant de l'ordre établi, de la difficulté que ça peut représenter d'être à contre-courant, mais de la nécessité intellectuelle, de la nécessité mentale que ça peut représenter pour des personnes comme moi, qui ont besoin d'être dans de la cohérence, à la fois des idées et à la fois des actions. C'est ce qui n'est pas facile, mais voilà. Donc moi, j'ai besoin de ça pour certaines choses. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur la lecture, l'écriture, je fais des chroniques parfois, je parle de sujets de société, je parle de sujets qui m'intéressent. Et donc actuellement, je suis très préoccupée par ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe à travers le monde. Ça m'interroge en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'individu, en tant que citoyenne, en tant que personne qui paye ses impôts. Je trouve très inquiétant ce qui se passe actuellement en France et à travers le monde. Et je me sens à contre-courant par rapport à ce que je vois faire. Je peux difficilement ne pas l'être parce que il y a une valeur qui est importante, qui m'a été enseignée, qui est l'honnêteté. Alors je sais que ça peut paraître ringard de faire appel à des valeurs, mais je pense que c'est important d'avoir des valeurs. C'est ce qui guide nos vies malgré tout. Et on remarque que ce qu'on enseigne à nos enfants, moi j'enseigne à mes enfants certaines valeurs que je trouve importantes. Et je note que les gens qui sont censés nous représenter à un niveau national, donc les politiques, ne respectent pas mes valeurs. Une des valeurs que je trouve importante, c'est l'honnêteté. Donc ça ne veut pas dire que je suis toujours quelqu'un d'honnête, que je suis toujours quelqu'un qui ne ment pas, que je suis... Voilà. Mais dans l'ensemble, je tente au maximum dans ma vie de respecter cette valeur-là, j'essaie d'être quelqu'un d'honnête. Et quand je vois que à la tête de notre pays, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, qui pratiquent d'une manière récurrente le mensonge d'État, eh ben, il y a une partie de moi qui est qui est révoltée en fait, qui est révoltée, même si je suis pas quelqu'un qui va, je vais pas aller manifester, je vais pas être violente, je vais pas être agressive, mais je ressens vraiment ça comme un problème, quoi, comme un problème qui est de plus en plus important. Bon, ça date pas d'aujourd'hui que les politiques nous mentent, qu'ils n'agissent pas dans l'intérêt du peuple, qu'ils soient en dehors qu'ils soient dans un autre cercle et qu'ils n'aient pas conscience de la réalité de nos vies. En général, ce sont des personnes qui viennent de milieux privilégiés, qui ont rarement vécu avec un bas salaire, avec un SMIC, qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir des fins de mois difficiles. Donc ce sont des personnes à part. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les vois, dans le sens à part, c'est-à-dire qui se situent au-dessus du peuple et qui se positionnent au-dessus du peuple. Mais justement, du fait d'exercer cette fonction d'être des dirigeants, ils devraient être irréprochables. Ils devraient être des personnes de confiance, ils devraient être des personnes qui agissent dans notre intérêt, des personnes aussi qui sont capables de se remettre en question, des personnes qui ne nous font pas douter, mais qui au contraire nous rassurent. Et aujourd'hui, on est face à des politiques qui nous font douter, enfin qui me font douter, en tout cas je parle en mon nom, qui me font douter, qui ne me rassurent pas. J'ai des doutes sur leur honnêteté. Si je fais
le bilan là, des 6 mois qui se sont écoulés depuis que que la crise du Covid a démarré, je fais la liste des mensonges qui se sont accumulés, sans parler de la toute première chose qui est pas vraiment un mensonge, mais qui est une des causes pour lesquelles on a eu autant de décès du Covid en France. C'est quand même la casse de l'hôpital public depuis 30 ans à peu près. Hein. L'hôpital public est cassé par les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc on s'est retrouvé avec un hôpital qui n'était pas prêt à faire face à une pandémie, alors que on savait que ça arriverait à un moment ou à un autre, hein, qu'on aurait un virus qui serait virulent et qu'il y aurait besoin probablement d'avoir un hôpital public fort. Donc la première chose, c'est ça. Ça faisait 1 an que les soignants étaient en grève, qui réclamaient des moyens qu'on ne leur accordait pas, qu'ils se faisaient gazer pendant les manifestations. Il faut se souvenir de ça, parce qu'on a la mémoire courte malheureusement. Donc ça, c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est pas un mensonge, mais c'est une réalité. Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques qui ont fait que l'hôpital était dans cet état-là quand la crise du Covid s'est déclenchée. Les mensonges, ils ont commencé avec les masques. Donc, voilà, donc on était censé avoir un stock de masques. Sibeth Ndiaye nous a dit, ne vous inquiétez pas, on a des stocks de masques. D'autres ont dit la même chose, et puis au final, il s'est avéré que on attendait les masques, les soignants attendaient les masques qui devaient arriver, qui n'arrivaient pas. Donc premier mensonge. Ensuite, on a eu des mensonges par rapport aux tests. En fait, on avait l'impression que le gouvernement voulait tester, parce que c'était ce que recommandait l'OMS. L'OMS a dit tester. Et en fait, le gouvernement a refusé l'aide des laboratoires, les laboratoires vétérinaires en fait, qui étaient équipés, qui auraient pu fabriquer des tests. Ils ont refusé que les laboratoires fabriquent des tests, donc au moment où on en avait réellement besoin. Voilà. Ensuite, il y a eu le mensonge du confinement, c'est-à-dire, je dis mensonge parce qu'en fait, on nous a présenté le confinement comme la solution inéluctable, la solution à laquelle on ne pouvait pas échapper, alors qu'on aurait pu faire d'autres choix. On aurait pu, par exemple, nous dire de fabriquer nos masques à cette période-là, parce que les masques avaient une utilité, parce qu'on était en pleine période épidémique. Donc on aurait pu nous dire, écoutez, on n'a pas de stock de masques, on a cru qu'on en avait, on a fait une erreur, mais vous pouvez fabriquer des masques en tissu, on vous donne des patrons, vous pouvez les faire. On a bien vu que, en fait, plein de femmes, en général, se sont mises à coudre des masques, à les distribuer. Moi, j'ai une amie qui a fait ça avec un cœur gros comme ça, quoi. Elle a fabriqué des masques, elle les a distribués dans sa ville, elle m'en a donné. Voilà, donc ça, c'était tout à fait possible, quoi. C'était tout à fait envisageable. L'autre mensonge d'État, pour moi, c'est par rapport à l'hydroxychloroquine. Donc, je ne vais pas rentrer dans une discussion pour savoir si ça marche ou ça marche pas. Je pense que c'est pas ça le problème. C'est que on n'a pas à devoir se poser la question de et si. Et c'est ça. Et on doit se poser la question de et si, quoi. Donc ma question c'est et si on avait donné le protocole conseillé par le professeur Raoult à toutes les personnes qui, une fois qu'il a expliqué qu'il y avait ce protocole qui existait et que les risques en termes médicaux pouvaient être parfaitement gérés, parce que les médecins connaissent ce médicament depuis des années et qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire avant de le donner. Donc la question c'est et si ? Et si on l'avait donné, est-ce qu'on aurait eu 30 000 morts ? Donc on ne devrait pas avoir à se poser cette question-là, du et si ? Et on se pose cette question, moi je me pose cette question, et si ? Et si on avait soigné les gens ? Et si on n'avait pas interdit aux médecins de traiter ? Parce qu'il y a ça aussi, on a interdit aux médecins généralistes de traiter les patients. Quand on était malade du coronavirus à une époque, dont le diagnostic était non pas fait par des tests, mais souvent par un examen médical, on te disait, tu rentres chez toi, tu prends du Doliprane, et puis si jamais tu as des problèmes respiratoires, tu vas à l'hôpital. Ok ? Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de délire total, où on n'est plus dans une phase épidémique. C'est ce que disent des épidémiologistes comme le professeur Toubiana.
C'est ce que disent d'autres spécialistes, voilà, qui disent qu'on n'est plus dans une phase épidémique. Il y a en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 20 morts par jour. Donc je ne dis pas que 20 morts, ce n'est pas rien, mais comparé au nombre de personnes qui meurent chaque jour en France, j'ai entendu un chiffre de 1600 morts par jour. J'arrive pas à trouver le chiffre de mortalité en France journalier. J'ai entendu un chiffre de 1600. Donc 20 morts sur 1600, je ne sais pas faire de statistiques, mais voilà, c'est quand même... en tout cas, on n'est plus dans une épidémie. On n'est plus dans une épidémie. Donc, quelle est la logique de ce que l'on nous fait vivre aujourd'hui? Pour moi, ça tient encore du mensonge d'État, d'entretenir cette peur, d'entretenir cette angoisse, de nous obliger à porter des masques, d'obliger nos enfants à porter des masques, alors qu'il n'y a pas de consensus sur l'efficacité du masque à l'extérieur, parce que ce qui est dit, faites des recherches, vous verrez que la majorité des médecins, même ceux qui roulent pour Big Pharma, disent que les concentrations de virus à l'extérieur ne sont pas suffisamment importantes pour que les gens puissent être infectés. De toute façon, nous ne sommes plus dans une phase épidémique, donc effectivement, il faut faire attention, les personnes fragiles, bon voilà, peuvent continuer à faire attention, les personnes les plus susceptibles de se retrouver en danger par rapport à cette maladie, effectivement, doivent continuer à faire attention. Mais il ne faut pas nier le fait qu'il y a un traitement aujourd'hui. On peut traiter le Covid. On ne peut pas me faire croire qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Il y a un gars qui projette de faire des hôtels sur Mars. On va sur la Lune. On explore l'espace. On est capable de fabriquer des OGM. Avec la nouvelle loi bioéthique qui a été votée, on va fabriquer des chimères humains animaux. Enfin, voilà, on ne peut pas me dire qu'on est capable de faire tant de choses et on n'a pas de moyens de soigner les gens qui sont atteints d'une maladie respiratoire qui au final, on est quand même 65 millions de Français, elle a tué 30 000 personnes, cette maladie. C'est triste que 30 000 personnes soient mortes, mais c'est pas la peste noire, quoi. Quand je sors dans la rue, quand je sors dans mon immeuble, je n'enjambe pas les cadavres. Il n'y a pas des millions de morts du Covid à travers le monde. Il faut arrêter le délire, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots et il faut arrêter d'entretenir cette psychose, de nous obliger à nous masquer tout le temps. Pourquoi et de manière totalement absurde en plus, parce que donc on est censé être masqué quand on marche, mais quand on court, on n'est plus masqué. Quand on fait du vélo, on n'est plus masqué. Quand on fume, on n'est plus masqué. Quand on mange, on n'est pas masqué. Quand on boit, on n'est pas masqué. Elle est où la logique dans tout ça? Les enfants, quand ils sont à l'école, donc pendant qu'ils sont en classe, ils ont leur masque. Quand ils sont dans la cour, ils enlèvent leur masque. Quand ils sont au réfectoire, ils enlèvent leur masque. Où est la logique de ça? Quel est le sens en fait? Moi, j'ai toujours besoin de trouver du sens aux choses que je fais. Quand on entrave ma liberté de respirer comme ça, moi j'ai besoin de comprendre quel est le sens. Pourquoi pourquoi en Suède on fait autrement et pourquoi en France on choisit de faire de cette façon-là? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on vise? Et combien de temps ça va durer? Combien de temps on va rester masqué? Parce que là on approche de la période de la grippe normalement, la grippe saisonnière. Le virus, les symptômes du virus se rapprochent des symptômes de la grippe, se rapprochent des symptômes de la gastro. Enfin voilà, après on va nous dire on va se protéger on va continuer à se protéger de quoi? De la grippe, de la gastro. Enfin on va continuer à conserver un masque, mais jusqu'à quand on va conserver un masque? Et pourquoi? Quel sens ça a aujourd'hui en fait? Et quel sens aussi, je parlais de mensonges, il y a aussi le fait qu'on nous fait, comment on dit ça, passer des vessies pour des lanternes, je ne sais plus exactement l'expression, parce qu'on nous dit qu'actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. Mais en fait, c'est juste qu'on teste, on a testé, si je ne dis pas de bêtises, on a testé 8 millions de personnes.
Donc forcément, il y a plus de personnes qui sont... enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont testées positives. Il y a des médecins qui alertent sur le fait que les tests ne sont pas fiables. Voilà, que les gens sont déclarés positifs alors qu'en fait, ils ont peut-être été en contact avec le virus. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir la quantité de virus contenu dans le corps pour savoir si la personne, elle est vraiment contagieuse. Donc, a priori, aujourd'hui, la majorité des gens qui sont testés ne sont pas contagieux. C'est le docteur Toubiana qui disait que 97% des gens qui étaient testés n'étaient pas porteurs du virus et n'étaient pas contagieux de fait. Donc, voilà, donc on est encore là-dedans, dans ces espèces de mensonges d'État avec des lois liberticides qui nous sont balancées. Donc on ne peut plus danser dans les mariages dans les Bouches-du-Rhône, les étudiants n'ont plus le droit de se réunir. Enfin, tout cet argent investi là-dedans, dans cet entretien du coronavirus, moi ce que je vois c'est un business. Aujourd'hui je vois le business des masques. Voilà, les masques qu'à une époque on n'avait pas et que maintenant on est obligé d'acheter. Parce que, même si c'est une mesure sanitaire, l'État, c'est-à-dire nous, avec nos impôts, ne distribue pas des masques, mais nous oblige à en acheter dans les grandes surfaces, dans les pharmacies. Donc, ça rapporte à qui cet argent? Les tests, c'est la même chose. Maintenant, il y a des tests, donc on dirait qu'il faut absolument que tout le monde se fasse tester. Donc, on se fait tester, on n'a pas de symptômes. On se fait tester pour se rassurer, parce qu'on nous fait tellement peur. Il y a des gens, ils vont se faire tester, même s'ils n'ont pas de symptômes, ils veulent vérifier. Ou alors, les écoles oblige les parents à aller tester leur gamin dès que l'enfant a un nez qui coule, dès que l'enfant a un peu mal à la tête, dès que l'enfant a un peu fiévreux. Donc ça devient des abus, on est passé dans une espèce d'abus de pouvoir, parce que normalement on n'a pas le droit d'obliger les gens à se faire tester, on n'a pas le droit d'obliger les gens à subir un acte médical qu'ils n'ont pas envie de subir. C'est pas légal, quoi, on n'a pas à faire ça. Donc voilà, donc ça aussi, ça fait partie pour moi d'une espèce de mensonge d'État entretenu constamment. Donc j'ai envie de comprendre pourquoi, j'ai envie de savoir vers quoi on va. Donc l'idée c'est que, enfin ce qui me vient, c'est que on va nous forcer à porter le masque jusqu'à ce qu'on ait un vaccin et que on nous dira si vous voulez enlever votre masque, il faut vous faire vacciner. Alors qu'est-ce que ça va être? On va devoir montrer qu'on est vacciné pour accéder, pour que nos enfants accèdent à l'école, à la crèche, pour que nous on puisse aller travailler. Enfin, c'est une espèce de délire qui s'auto-entretient, de délire avec il y a de l'argent derrière tout ça, il y a de l'argent, il y a une comment dire, oui, je vois que ça, moi, je vois une montagne d'argent pour l'industrie pharmaceutique à qui on a déjà donné des milliards pour fabriquer le vaccin. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dans les milliards qu'on a donnés, le fait qu'après ils nous fournissent le vaccin, c'était déjà compris? Ou bien est-ce qu'on va encore leur acheter le vaccin après? Ça, je ne sais pas, je serais curieuse de savoir. Voilà, bon, écoutez, ouais, c'était ça que je voulais vous dire, enfin, c'est de ça que j'avais envie de parler ce soir, de cette sensation, du fait d'aller à contre-courant dans ma façon de gérer la crise, pour moi en tant que personne individuellement, voilà, donc comme je l'ai dit, je ne porte pas de masque à l'extérieur parce que je me suis renseignée, je me suis informée, j'ai écouté les pour, les contre, j'ai fait la part des choses, parce qu'il n'y a pas de raison que le gouvernement puisse faire la part des choses pour moi et décider qu'un des points de vue est vrai, et que moi je n'ai pas le droit de m'interroger et de me dire pourquoi ce serait ça et pourquoi ce serait pas autre chose, puisqu'il n'y a pas de consensus. Donc voilà, si ça veut, comme je disais dans une autre vidéo, si je saute d'une falaise, je me tue, mais on ne peut pas me dire d'une façon sûre et certaine que porter un masque alors que je ne suis pas malade préserve les autres de quelque chose et me préserve de quelque chose, puisque je ne sais même pas si ça se trouve j'ai déjà eu ce virus et je suis immunisée, j'en sais rien, et puis je n'ai pas peur, enfin je veux dire, je ne suis pas malade, je ne suis pas à risque, je pense que j'ai un bon système immunitaire, voilà, après je ne suis pas anti-masque, c'est simplement la façon dont les choses nous sont imposées, les dérives totalitaires que ça entraîne ici en France, que ça entraîne dans d'autres pays comme l'Australie,
comme la Nouvelle-Zélande, ça doit nous interpeller, ça doit nous poser question. Et on ne doit pas agir comme des moutons, quoi. On doit s'informer, on doit réfléchir à ce qui se passe, on doit essayer de comprendre. Ce qu'on vit manque de logique, en fait. Ce qu'on vit manque de logique. Quand j'entends Axel Kahn, qui est généticien et qui dit qu'il envisage sérieusement de proposer qu'on n'aille plus à l'intérieur des restaurants, même en hiver, et qu'on mange à l'extérieur. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui lui passe par la tête pour dire ça? Pourquoi ces mesures impérieuses pour une maladie qui a tué 30 000 personnes? Le cancer, ça tue des millions de personnes chaque année. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le cancer? D'ailleurs, ce monsieur est président de la Ligue contre le cancer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les maladies qui tuent énormément de monde? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pollution? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les pesticides? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pauvreté? La pauvreté, c'est un facteur aggravant, parce que plus les gens sont pauvres, plus ils se nourrissent mal, plus ils sont fragiles, et plus ils risquent de mourir de ce type de virus. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là parce que je suis super longue. Et puis, donc, comme je disais, je suis écrivaine indépendante. Si vous voulez découvrir mes ouvrages, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Réfléchissez, informez-vous. Il y a tellement d'informations sur Internet. C'est tellement facile d'avoir plusieurs facettes de la même chose. C'est vrai que ça demande du temps, ça demande un certain investissement, mais c'est important, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour notre famille, c'est pour nos liens familiaux. On est en train de les détricoter là tout doucement, on essaye de défilocher les choses. C'est vrai qu'en ville déjà c'est pas évident de rompre des fois sa solitude, mais alors avec ce qui se passe en ce moment, c'est catastrophique, c'est une catastrophe. Donc il faut essayer de penser sur un long terme à ce à quoi ça peut nous entraîner, cette situation. Je m'arrête là. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, prenez bien soin de vous, réfléchissez, informez-vous. Vous pouvez commenter avec bienveillance, il n'y a pas de souci, on échange, on est des adultes responsables. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye bye.